Bonjour, bonjour. Est-ce que tu portes des lunettes comme moi? Tu te brosses les dents? Ou encore tu as une montre à ton poignet? Si oui, alors cette vidéo devrait te plaire. Aujourd'hui, on fait le tour de 20 inventions de l'époque médiévale qui sont encore utilisées de nos jours. Il en existe bien d'autres, mais il fallait bien choisir. Petite précision, cette vidéo nous transporte au Moyen-Âge occidental, moyen-oriental et asiatique. Et oui, à l'époque, les inventions ça voyage et ça se copie aussi. On commence par la brosse à dents. Cet objet si utile aujourd'hui pour éviter de puer du bec et d'avoir les chicots qui foutent le camp a été inventé, tenez-vous bien, en 1498 en Chine. Alors plutôt primitif, faut l'avouer, elle était constituée d'un bâtonnet de bambou sur lequel on fixait des poils de sanglier. On reconnaît qu'elle ressemble à nos brosses à dents d'aujourd'hui, même si l'efficacité n'était pas forcément au rendez-vous. Mais c'était tout de même un premier pas. Alors soyons clairs, l'hygiène dentaire remonte bien avant cela. 500 ans avant notre ère, on mâchait du siwak et on se frottait les dents avec. Je crois qu'on l'utilise même encore aujourd'hui. On utilisait aussi des cure-dents en plumes et en bois. On a même retrouvé dans des tombes égyptiennes, datant de 3000 ans avant notre ère, des bâtons à mâcher. La brosse à dents, qui ressemblait là aussi à celle des Chinois, sera introduite au XVIe siècle à la cour de France par l'ambassadeur d'Espagne en 1570 pour être précis. Pas si crade que ça nos ancêtres médiévaux. Les lunettes de vue font leur apparition au Xe siècle, en Chine. Ça s'apparente à des lunettes, mais c'est moins perfectionné. Ce sont des verres grossissants qui sont enchâssés dans une monture, souvent en bois. Cela fait d'ailleurs plus penser à une grosse loupe, ou à des grosses loupes, qu'à de véritables lunettes. Il faudra attendre le XIIIe siècle, vers 1268, pour voir apparaître des lunettes inventées par l'italien Salvino degli Armati, dont le verre a une forme lenticulaire. Et c'est en 1286 qu'apparaissent en Europe les lunettes à lentilles convergentes pour les presbytes. Pour info, les Arabes étudient depuis le Xe siècle tout ce qui touche à l'optique et aux phénomènes de réflexion et de réfraction. Au XIe siècle déjà, Ibn al-Haytham émet l'idée que c'est l'œil qui attire chaque point d'un objet perçu et qu'il est reconstitué par le biais du nerf optique. C'est bluffant pour l'époque quand même. Que seraient devenus les œufs à la coque sans le sacro-saint sablier? C'est une grave question de survie pour tous les amateurs d'œufs à la coque. Le sablier est apparu en France pour la toute première fois au 8e siècle. Mais le sablier est le descendant direct de la clepsydre, qui fonctionne de la même façon, sauf que la clepsydre, tu peux pas la retourner. La clepsydre, c'est quelque chose comme 1400 ans avant notre ère. On attribue donc l'invention du sablier en France à un certain Louis de Prande, un moine de la cathédrale de Chartres. Pour moi, c'est plus une modification, une modernisation de la clepsydre qu'une véritable invention. À l'époque médiévale, le sablier servait aussi à limiter le temps des sermons et des leçons universitaires, mais aucun document parle des œufs à la coque. L'ancêtre de la montre de poche, la montre bracelet ou autre montre à gousset, c'est la montre pomander ou pomandée. C'est en 1505, dit-on, que le serrurier horloger Peter Hemmelin met au point la première montre portative. Il habite alors le monastère franciscain de Nuremberg. La montre est en forme d'œuf, elle portera donc par la suite le nom d'œuf de Nuremberg. Non seulement c'est beau, mais ça donne l'heure. Partout où tu te trouves, une véritable révolution pour l'époque. En plus, elle fonctionne dans toutes les positions grâce à la miniaturisation du pendule, de torsion et au mécanisme de ressort hélicoïdal. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais peu importe. Ça marche. Alors attention sur cette histoire de toute première montre portative. Il y a un gros débat, car certains attribuent l'invention vers 1504 à un inventeur français, Julien Coudray. Sauf que Julien Coudray, horloger à bois, a surtout inventé une sorte d'horloge astronomique sur laquelle, grâce à un mécanisme particulier, une sphère mouvante, il était possible de suivre la marche des astres et leur passage par les différents signes du zodiaque. Alors est-ce que Peter Hemmelin a piqué l'idée du mécanisme à Julien, ou c'est Julien Coudray qui a joué l'espion chez Peter, ou alors un éclair de génie aurait-il frappé deux hommes en même temps? Moi, j'en sais rien. En tous les cas, la montre portative a bien été inventée au XVIe siècle.
Dans le même style, on continue avec la mesure du temps. La première horloge mécanique date du XIe siècle. Entre 1088 et 1092, l'astronome chinois Su Song fabrique à Kaifeng ce qui est peut-être la première horloge mécanique de toute l'histoire de l'humanité. Alors, elle ne pouvait pas loger dans ton salon parce que elle faisait que 9 à 10 mètres de haut. Son fonctionnement est basé sur une roue à godet dont chaque récipient, sous l'effet de la rotation, se remplit d'eau en 24 secondes précises. Ce mouvement est provoqué par l'eau qui s'écoule de plusieurs réservoirs. Un axe vertical déclenche à son tour la mise en marche de différents éléments comme des automates, des cloches et des gongs. Cette prouesse technologique a pu être réalisée grâce à un mathématicien, un autre chinois, Cao Yong, qui parvient à calculer la longueur de l'année avec une précision stupéfiante, soit une approximation d'à peine 4 secondes. Je te rappelle qu'on est quand même au Moyen-Âge. Et à la même époque, vers 1085, l'astronome arabe Arzakiel construit 2 fontaines horloges, également très perfectionnées, qui indiquent à la fois les heures et les phases de la Lune. La fourchette, très pratique, fait son apparition dans l'Empire byzantin, au Xe siècle. Elle avait 2 dents seulement et était utilisée par l'aristocratie. L'une des premières utilisatrices connues est Théodora Doukas, une princesse byzantine au XIe siècle qui aurait introduit la fourchette en Italie lors de son mariage avec un doge de Venise. Cependant, son utilisation était rare et souvent critiquée comme étant une extravagance. En effet, à l'époque médiévale, certains considéraient la fourchette, cette pauvre fourchette, comme un objet diabolique parce qu'elle remplaçait les doigts perçus comme un don de Dieu pour manger. En 1533, lorsque Catherine de Médicis épouse Henri II de France, elle introduit la fourchette à la cour française. Mais les premières formes de fourchettes remontent à la Mésopotamie et à l'Égypte ancienne. Elles étaient principalement utilisées pour la cuisine et non pour manger. Ces grandes fourchettes avaient 2 dents et servait à remuer et à extraire les aliments des grands chaudrons. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la fourchette évolue pour être équipée de ses 4 dents. Les premiers véritables boussoles apparaissent sous la dynastie Song, au XIe siècle. On plaçait alors une simple aiguille magnétisée sur un support flottant sur l'eau. Ces boussoles deviennent très vite incontournables pour la navigation maritime. Forcément, elles aident les navigateurs chinois à se diriger en pleine mer, même par mauvais temps. C'est au XIIe et XIIIe siècle qu'elle arrive en Europe, via les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, probablement via des marchands arabes. Une variante améliore grandement la boussole, c'est lorsque l'aiguille magnétique est fixée sur un pivot, la rendant plus stable et surtout plus fiable. Pendant les croisades, dans la première moitié du XIIe siècle, la boussole porte même un petit nom, la marinette, mais j'ai pas trouvé de documents qui me disent pourquoi. Pierre de Maricourt conçoit à la fin du XIIIe plusieurs types de boussoles, dont une dont l'aiguille est montée sur pivot à l'intérieur d'un boîtier fermé. Est-ce que tu es une fashion victime? Et même si tu ne l'es pas, sache que le bouton qui te permet de fermer ta chemise, ton pantalon ou encore ta veste date du XIIIe siècle avec l'invention des boutonnières. Et bien que des formes primitives de boutons aient existé depuis des milliers d'années, leur rôle était principalement décoratif dans l'Antiquité. Alors au début, c'était surtout chez les bourgeois et les nobles que les boutons deviennent populaires, car ils sont beaucoup plus pratiques que les agrafes, les lacets ou encore les ceintures. Et puis, ils étaient fabriqués avec des matériaux précieux comme l'ivoire et le métal, ou encore l'os et le bois sculpté. Et même chez les plus riches, on portait des boutons ornés de pierres précieuses. Aimes-tu te mirer dans le miroir? Oui, alors sache que les plus anciens étaient faits de métal poli, bronze, cuivre, argent ou or, et remontent à environ 6000 ans avant notre ère en Mésopotamie et en Égypte. Mais les miroirs de verre les plus proches de nos miroirs d'aujourd'hui datent, eux, du début de l'époque médiévale, puisque les Romains en connaissaient déjà la technique de fabrication. Elle a été améliorée au Moyen-Âge. Les artisans soufflaient d'abord une sphère en verre à partir de sable de silice mélangé à des oxydes métalliques. Ensuite, ils découpaient cette sphère pour obtenir des surfaces planes ou légèrement bombées. Le mercure était utilisé pour lisser la surface. Ensuite, on les enduisait d'une fine couche d'étain.
Alors bon, ça pouvait aussi produire des miroirs qui te grossissaient ou t'amincissaient. Le savon sous une forme rudimentaire existe depuis l'Antiquité. Les Romains, par exemple, mélangeaient des graisses animales et des cendres pour obtenir un produit qui pouvait servir à la fois à se laver ou à laver du linge. Mais à cette époque, on ne parle pas encore de savon dur, celui qu'on peut tenir en main. Pour ça, il faut attendre une vraie révolution, venue du Moyen-Orient au 8e siècle. Les savonniers arabes ont eu une idée, utiliser de la soude végétale extraite de plantes comme la salicorne, mélangée à des huiles, notamment l'huile d'olive. Voilà, le savon dur était né, un savon facile à transporter et surtout beaucoup plus efficace. C'est comme ça que naît le célèbre savon d'Alep, l'ancêtre de notre savon moderne. Mais ce n'est pas tout, les techniques voyagent, notamment grâce aux échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest. En Europe, les Italiens et les Espagnols s'en inspirent pour créer leur propre version. Et à partir du XIIe siècle, Marseille devient THE capitale du savon en France. On est pile poil à la bonne saison pour te révéler quand la cheminée murale a vu le jour. C'est à partir du XIe siècle qu'elles prennent place à l'intérieur des habitations, que cela soit les châteaux à motte ou en pierre, mais aussi les demeures les plus modestes. À l'origine, pour chauffer la maison et faire à manger, on avait un simple foyer au milieu de la pièce avec un trou dans le toit pour évacuer la fumée. Pas terrible. On modernise un peu le truc en installant une simple hotte pyramidale suspendue au-dessus du foyer, munie d'un conduit pour là aussi évacuer la fumée hors de l'habitation. Le truc est fonctionnel, mais bon, sans plus. Ensuite, au XIIIe siècle, les cheminées gagnent en largeur avec des manteaux taillés en arc plus ou moins fermés et des hottes légèrement arrondies. Et surtout, maintenant, elles se placent le long des murs. On y ajoute des décors simples, des niches sur les hottes et des jambages plus ou moins géométriques. On les habille, quoi. La cheminée prend de plus en plus de place au XIVe et XVe siècle et là, elles deviennent de vraies œuvres d'art, ornées de sculptures, de blasons et de bas-reliefs. Si tu as déjà visité des châteaux, tu as pu même voir des cheminées murales monumentales. On peut y tenir à 15 dedans. Faut quand même pas oublier que la cheminée, c'était un élément ultra important dans la vie des riches, comme des moins riches. Pas de cheminée, c'est pas de chauffage et pas de repas chaud non plus. En Europe, les premières mentions documentées de la brouette datent du XIIIe siècle avec une représentation dans un manuscrit anglais, le Vitae Duorum Opharum, de Matthew Paris, achevé en 1250. Mais la brouette est beaucoup plus vieille que ça. Les premières représentations archéologiques de brouettes à une roue datent du IIe siècle après notre ère en Chine, notamment sur une peinture murale funéraire à Chengdu, dans la province du Sichuan, datée précisément de 118 après notre ère. Mais on peut encore remonter le temps, car des récits mentionnent des dispositifs similaires. Au 5e siècle, il y a le livre des Han postérieurs. C'est l'histoire de la dynastie des Han orientaux, et ce livre relate qu'autour de 30 avant notre ère, l'épouse du censeur impérial Baoguan l'a aidé à pousser un Lu-Che, un chariot à une roue, jusqu'à leur village lors de leur mariage. Oh, c'est mignon. Martin Behm, un cartographe, navigateur et marchand allemand, relève le défi en 1492 de créer un globe terrestre avec l'aide du peintre George Glockendon. Il a donné vie au tout premier globe terrestre connu. Il l'a d'ailleurs baptisé le globe terrestre de Nuremberg. Mais aujourd'hui, on le connaît sous un nom bien plus intrigant, l'Erdapfel. Littéralement, la pomme de terre. Behm n'était pas un simple cartographe. Avant de se lancer dans cette aventure, il avait parcouru le monde. Dès 1480, il s'installe à Lisbonne, le centre névralgique des grandes explorations de l'époque. Là-bas, il côtoie les plus grands explorateurs et scientifiques de son temps. C'est fort de toutes ces expériences qu'il est revenu dans sa ville natale de Nuremberg en 1490, prêt à créer ce qui allait devenir un véritable trésor de l'histoire de la cartographie. Tout a commencé en Perse, l'Iran actuel. Aux alentours du 7e siècle, les Persans ont créé les premiers moulins à vent qu'ils appellent panémones. Imagine une structure avec un axe vertical, rien à voir avec les moulins qu'on connaît aujourd'hui. Ils s'en servaient surtout pour moudre leurs céréales
et pomper l'eau. Cette invention s'est ensuite propagée un peu partout. D'un côté vers la Chine, de l'autre jusqu'en Europe. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand les Européens ont découvert cette technologie au XIIe siècle, ils ont complètement pété un plomb. Non, ils ont complètement repensé le concept. Ils ont créé ce design qu'on connaît tous, avec ces grandes ailes qui tournent sur un axe, mais horizontal celui-là. Mais les vrais champions du moulin à vent, tu les connais. Ce sont les Hollandais. À partir du XVIe siècle, ils ont vraiment poussé la technologie à fond. Non seulement ils s'en servaient pour moudre le grain, mais ils ont aussi eu l'idée brillante de les utiliser pour assécher leurs terres et même pour scier du bois. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, quand on pense moulin à vent, on pense directement et obligatoirement aux Pays-Bas. Mais on peut aussi penser à Don Quijote. Donc voilà, si on te demande qui a inventé le moulin à vent, tu ne peux pas donner un seul nom, ou même un seul pays. C'est vraiment le fruit d'une évolution collective où chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice. Et moi je trouve ça plutôt chouette. S'il devait y avoir une invention qualifiée de plus importante en Occident au Haut Moyen-Âge, c'est bien le moulin à eau. Ça a été une véritable révolution industrielle et économique pour nos ancêtres médiévaux. Alors, le moulin à eau voit d'abord le jour dans l'Empire byzantin au 5e siècle, où on installe des moulins le long de pratiquement tous les cours d'eau. Ensuite, il prend sa place du temps des Mérovingiens durant le 8e siècle. Au 9e siècle, il se démocratise à fond grâce au perfectionnement des arbres à cames. Au 11e siècle, du temps de Guillaume le Conquérant, on en comptait plus de 5500 en Angleterre. C'est un truc de ouf. Comme quoi, ça a bien fonctionné. Le moulin à eau sert à tout. Il en existe pour presque tout. Le moulin à aiguiser, le moulin à moutarde, des moulins à pastel, des moulins pour broyer le minerai, des moulins pour tanner les peaux, pour moudre du grain, et des moulins pour battre le fer. Inutile de dire que ce sont eux qui suscitent le plus d'intérêt, notamment pour la confection d'armes. On reste dans le monde des moulins. L'origine du moulin à marée reste un peu mystérieuse, mais on sait que les premières traces archéologiques remontent au début du 7e siècle en Irlande. Par exemple, on a retrouvé un moulin à marée à Strangford Lough, daté entre 619 et 621. Certains pensent même que les Romains auraient pu connaître ce principe, mais c'est au Moyen-Âge que cette technologie s'est vraiment répandue en Europe, surtout sur les côtes atlantiques, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, là où les marées étaient assez puissantes pour faire fonctionner ces moulins. Impossible de dire qui les a vraiment inventés, parce que c'est probablement le fruit de plusieurs évolutions inspirées des moulins à eau classiques. D'ailleurs, on sait que les moines irlandais ont joué un rôle clé dans leur développement. Au fil des siècles, ces moulins ont été améliorés. On a perfectionné les roues, les engrenages, les bassins de retenue, toujours dans un souci d'efficacité et d'optimisation. Alors aujourd'hui, ce sont des vestiges historiques, mais certains ont été restaurés et ouverts au public, pour mieux comprendre leur fonctionnement. Donc, c'est plus utilisé aujourd'hui. Pas sous cette forme, certes, mais les centrales marémotrices qui produisent de l'électricité, ça existe, et elles sont les dignes descendantes des moulins à marée. On ne peut pas vraiment dire tel jour, telle personne a inventé le fer à cheval clouté. En fait, c'est une invention qui s'est faite petit à petit. Les archéologues ont trouvé les plus vieux fers à cheval cloutés qui datent du début du Haut Moyen-Âge, vers le 5e siècle de notre ère. Mais attends, c'est encore plus ancien que ça. Les Celtes, eux, avaient déjà eu l'idée de protéger les sabots de leurs chevaux avec du métal, bien que ceux-ci soient différents des fers à cheval que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'était au 5e siècle avant notre ère. C'est marrant d'ailleurs, parce que les Romains, eux, ils avaient inventé ce qu'on appelle des hipposandales. Imaginez, des sortes de sandales en métal qu'on attachait aux sabots des chevaux. Pas très pratique, mais c'était un début. Il a fallu attendre entre le 9e et le 11e siècle pour voir apparaître le fer à cheval clouté tel que l'on connaît aujourd'hui. Et ça a vraiment tout changé. Les chevaux pouvaient enfin parcourir de longues distances sur n'importe quel terrain sans se blesser les sabots. Pour les militaires et les transports de l'époque, c'était une véritable révolution. Tout a commencé en Italie, dans une petite ville appelée Fabriano, dans la région des Marches, en 1282. Les artisans papetiers de l'époque ont eu une idée géniale. Ils ont commencé à tresser des fils métalliques très fins pour créer des motifs. Ces motifs, ils les cousaient directement sur les tamis qu'ils utilisaient
pour fabriquer leur papier. Quand la pâte à papier séchait, elle était plus fine à l'endroit des fils, créant ces fameuses marques qu'on peut voir en transparence quand on regarde le papier à la lumière. À l'époque, c'était révolutionnaire. Les fabricants pouvaient enfin signer leur création, un peu comme un peintre signe ses tableaux. Mais ce n'était pas que pour le prestige, c'était aussi un excellent moyen de lutter contre les contrefaçons et de garantir la qualité du papier. Les premiers motifs étaient assez simples, des croix, des cercles, des animaux, mais l'idée a fait son chemin dans toute l'Europe. Et aujourd'hui encore, 8 siècles plus tard, on utilise toujours cette technique. Bien sûr, elle a évolué avec la technologie, mais le principe de base reste le même. Pour cette invention, je vais y aller avec des pincettes pour ne vexer personne. Savais-tu que ses origines remontent à bien loin, entre le 3e et le 6e siècle? Eh oui, et c'est en Asie que tout aurait commencé, mais pas si simple de pointer du doigt une seule origine. L'Inde est souvent citée comme le berceau du jeu, mais certains pensent aussi à la Chine. Alors au tout début, le jeu s'appelait Chaturanga, en Inde. Un plateau et 4 joueurs qui s'affrontent avec des dés. Et qui c'est des dés? Chaque joueur représentait une division de l'armée. Infanterie, cavalerie, éléphants et chars. Mais le Chaturanga n'est qu'un début. Quand ce jeu arrive en Perse, il évolue et devient Chatrang. Puis, avec l'expansion du monde arabe, on le retrouve sous le nom de Chatrange. Il se répand grâce aux routes commerciales et aux conquêtes militaires bien sûr. Et ce n'est pas fini. À partir de la Perse, le Chatrange traverse la Méditerranée et se propage dans le monde musulman. Et là, il débarque en Espagne, mi-arabe, mi-occidentale, vers l'an 1000. En Europe, il connaît encore une grande transformation pour devenir les échecs que l'on connaît aujourd'hui. On retourne en Chine au 7e siècle pendant la dynastie Tang pour voir apparaître les cartes à jouer. Un jeu à l'époque fait un tabac, le 10 000 x 10 000 cartes, composé d'une série de 9 lames et de 3 atouts, ce qui n'est pas sans me faire penser au jeu du tarot. Après le Moyen-Orient, c'est au tour de l'Inde de connaître les cartes. Des jeux similaires au Ganjifa, des cartes rondes et peintes à la main, y voient le jour, le Dasavatara. Les jeux de cartes voyagent pour arriver en Occident vers la moitié du XIIIe siècle. Il est dit que ce sont les Mamelouks d'Égypte qui auraient introduit les cartes en Europe via l'Espagne et l'Italie. Suite au mariage en 1389 de Louis d'Orléans, frère du roi de France Charles VII, avec la princesse Valentine Visconti, les cartes font leur apparition à la cour du roi. C'est le jeu du tarot où sont représentés Charles VII, Jeanne d'Arc et les compagnons de la Pucelle. Mais quel est le sombre personnage qui a osé dire que la période médiévale était une période de transition, sans intérêt, sombre, une période de vide entre l'Antiquité et la Renaissance? Mais enfin, avec toutes ces inventions, on voit bien que le Moyen-Âge, c'est une période ultra importante. Voilà, c'est finito. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à partager, liker et t'abonner. Moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que l'on soit 50 000 sur la chaîne avant la fin de l'année. Ça serait un super beau cadeau de Noël. Allez, fais attention à toi. Bisous.